bonsoir et bienvenue ici à l'Écomusée ce soir où on aura une table ronde avec trois photographes. Ken, qui travaille depuis plusieurs années à une représentation photographique du quartier de la Goutte d'Or. Jean-Manuel Simons, qui est photographe également et qui travaille sur la représentation de plusieurs banlieues et qui a donc publié le livre Les chiens de la casse, qui a aussi donné lieu à une exposition du même titre. Et Bruno Lemel, qui a aussi également une exposition en cours en ce moment. Tu peux préciser où exactement? Oui, dans le 5e arrondissement. Dans le 5e arrondissement, au titre Salut Barbès, ouais. Qui est également une représentation du quartier de la Goutte d'Or et de Barbès. Et donc c'est le résultat d'un travail d'une vingtaine d'années. C'est un travail au fil du temps. C'est un travail au fil du temps. C'est pas la même chose. D'accord, donc ma première question serait comment vous pensez qu'on ne devrait pas représenter des quartiers où on travaille? Est-ce qu'il y a une équipe de photographes qui travaille sur un quartier, qui essaie de faire un portrait de quartier? Quels sont les pièges ou les principaux dangers d'un travail de représentation d'un quartier? La manipulation des clichés, bien évidemment. Tous les clichés qui collent au quartier. Il y en a par exemple qui collent au quartier de la Goutte d'Or. Voilà, des idées. Continuer à colporter des idées reçues. Je crois que c'est le principal piège. Après, on peut représenter des choses, je pense, comme on veut les faire pour des angles qui nous intéressent. Le problème, c'est effectivement, pour moi, c'est le cliché, l'idée reçue, c'est-à-dire Barbès, ghetto violent, vendeur de cigarettes, vendeur à la sauvette, voilà, ça c'est hors de question de rentrer dans ce truc-là. Après les clichés on peut les tirer, alors il y a des spécialistes pour ça comme Martin Barr, il a fait ici, qui a joué les clichés à fond et caisse, mais vraiment à fond, en les tirant presque dans la caricature des gens qui peuvent aussi être. Mais là on est plus dans l'approche d'une photographie, je dirais, un peu BD. Donc ce fait-là, déjà, donne de la distance par rapport à la représentation. Voilà. Pour moi, c'est ça. Après, il y a des photographes qui posent sur la Goutte d'Or, mais énormément. Ça donne lieu à des représentations très, très différentes. Voilà. Pour moi, il y a les deux pièges, ça, c'est les clichés. Et puis la photo volée, c'est-à-dire rentrer dans un quartier, pas prendre le temps de vivre dans le quartier. Et puis extorquer les images comme ça, qui de toute façon n'ont pas de sens, sont vides, qui sont jamais d'une espèce d'un ersatz de carte postale. Mais ça, c'est très beaucoup. Des conditions de prendre le temps de s'installer, de connaître les gens, après, aussi. De toute façon, c'est pas nous qui faisons la photo, c'est aussi ce qui se passe devant. La photo, c'est une relation à deux. Le problème du cliché, plutôt la question du cliché, ça oblige à réfléchir sur ce qu'est un cliché, ce qui va assez bien pour un photographe, de réfléchir à la notion de cliché, donc une notion de représentation et donc d'image, quelque part. Mais un photographe ne fait pas des images, il fait des photographies. Donc il se doit d'aller au-delà de la représentation pour aller vers une écriture. Donc le photographe se doit d'aller au-delà du cliché pour dire quelque chose et raconter quelque chose. La difficulté, elle est comment faire pour dire quelque chose de sensé, et donc là on parle du sens, donc d'être touché par un quartier, par la vie d'un quartier, par la vie des gens d'un quartier, d'une zone, d'un secteur géographique, je vais dire. Comment être touché émotionnellement et retranscrire émotionnellement ce quelque chose sans tomber dans du prérequis.
c'est un peu la difficulté, moi en tout cas c'est la difficulté que j'ai eue avec mon travail sur la banlieue, on en a déjà parlé, parce que c'est vrai que quand on aborde un nouveau travail, un nouveau champ photographique, enfin moi en tant que photographe, je ne sais pas ce que diront mes deux confrères, mais j'arrive forcément avec moi-même. Et le moi-même, c'est le moi qu'il y a dedans, et le moi qu'il y a dedans, il est façonné par ma propre culture et par tout ce que j'ai pu lire, entendre, vivre, et donc je suis forcément influencé par justement ces images préconçues, préfabriquées, qui sont massivement diffusées par les médias. Donc la difficulté, elle va être pour quel que soit un photographe, mais ça peut être n'importe qui se donne une vocation de porter un discours sur une zone géographique, ça va être de passer au-delà de ce cap, de se donner les moyens, donc c'est des moyens, dès qu'on parle de moyens dans ce cadre-là, c'est des moyens en temps, de se donner les moyens d'aller au-delà de cette étape-là, parce que, en effet, ces clichés existent, mais s'ils existent, c'est aussi qu'ils correspondent à une réalité. On a tendance à dire oui, c'est des clichés, mais c'est aussi des clichés qui correspondent à une réalité. Simplement, cette réalité, elle représente un pourcentage infime de quelque chose de beaucoup plus grand. Donc si on veut vraiment donner à penser et donner à connaître, apporter une valeur ajoutée sur un secteur géographique, on va se décaler de cette micro-particule du sensationnel pour aller vers autre chose, les 99 ou 98 ou 95% du reste qui est en général occulté. Simplement, on arrive avec un formatage visuel, auditif, etc., qui est un peu focalisateur. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc moi, ma difficulté personnelle, elle a été d'effacer tout ça sur ce travail-là pour aller ensuite au-delà et d'accepter non plus de chercher quelque chose, mais juste de comprendre que finalement ce que je cherchais existait, mais ça représentait une infime partie et qu'il y avait tout le reste qu'il fallait que je cherche, simplement que je montre ce qu'il y avait devant moi. C'était ça. Donc la lutte, elle était vis-à-vis de moi-même. Sur ce oui, comme tu dis, on est de toute façon, on est photographe, nous sommes photographes, donc nous sommes artistes. On nous demande en représentation de ce que nous voyons. La réalité de beaucoup de montages, à mon avis, elle n'est pas correcte. Avec des bruits, c'est une interprétation. C'est une interprétation. Il faut l'assumer. Nous demandons l'interprétation. Il faut l'assumer. Et c'est notre rôle d'interpréter. Ce que tu disais, les ressentiments. Moi, je pense que pour moi, la conception du métier de photographe est beaucoup plus complexe parce que être dans les cartons de clichés, ça existe, ce qu'on appelle des clichés. Un photographe d'abord est un enquêteur, est un homme de terrain, est un sociologue, donc avec son regard, il va dans le but de dire quelque chose, de montrer quelque chose. Donc de ce fait, on ne peut pas non plus se mettre à accuser des gens de dire tout de suite c'est cliché, c'est stigmatisant. Qu'est-ce qui est stigmatisant? C'est qui j'ai vu. Et comment est-ce que la photo elle a été prise? Après ça, la question se pose. Donc ça demande plutôt une déontologie, une philosophie photographique. Mais on ne va pas non plus censurer les gens sous prétexte que c'est caricatural, sous prétexte que c'est des clichés, ça représente très mal la société. Non, le photographe n'est pas là pour embellir. Il va saisir le réel, ce qui existe. Et ce n'est pas un réel qui est statique, il faut qu'on comprenne. La photo n'est pas statique, contrairement à ce qu'on croit. Pour moi, la photo, ça vit. Donc ça peut être un point d'image qui est là, qui peut... Là, on voit une image, le Stade de France. Mais derrière le Stade de France, le photographe doit être capable de dégager quelque chose de sonore pour l'odeur. Ce n'est pas que visuel, donc ça touche les 5 sens. Quand un photographe arrive à condenser le tout dans une prise de vue, voilà, c'est une belle photo. Après, on ne va pas jeter la pierre à un tel sous prétexte qu'il n'est pas resté longtemps, il n'a pas fait un travail de profondeur. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne me sens pas du tout investi d'une mission
quelconque pour pouvoir juger vraiment le travail de l'autre. On n'est pas en train de juger. La question de Christina était simple, c'était quels sont les pièges. Oui, les pièges, Voilà, c'est les ce que j'ai pièges. dit. Bon, moi j'ai répondu aux pièges, après ça n'agit pas. Les pièges, c'est la déontologie. Les gens pas tout un chacun. les photographes font ce qu'ils veulent. Tout à Après, fait. il y a un résultat. Il y a un résultat. Par contre, ce qui est clair, c'est que ceux qui ne passent pas suffisamment de temps à Écouteurs, pour y être depuis vraiment très longtemps, et avoir vu énormément d'expériences, ceux qui n'ont pas pris le temps d'être avec les gens, globalement, sont. Ça aussi, ça peut Il y a être piège. il y a peu d'exemples où les gens, où les photographes ont réussi. Et le temps a souvent été quand même la clé du travail. Ça, c'est oui, ça peut être d'accord, mais. Il y a des grands photographes qui se sont ramassés ici. Il n'y a pas encore. C'est pas qu'il n'y a pas de grands photographes, moi je dirais pas ça. Je ne suis pas dans le mythe de telle ou telle personne, mais je suis plutôt dans le regard. Oui, Qu'est-ce qui est. Est-ce que ce qui d'autres me montrent est vrai? Il y a des montages derrière. Non, si c'est une réalité saisie avec l'accord des personnes photographiées, ça c'est un travail qu'il faut respecter, ça, parce que on peut pas, le fait de rester longtemps peut créer quelque chose de, ça peut biaiser le regard, moi je pense. On peut rester 20 ans dans un lieu, 25 ans dans un lieu, on développe des affinités, on n'ose plus prendre quelqu'un de telle manière, qu'est-ce qu'on va, mais pourquoi cacher? Il y a une réalité, ça amène. La photo, c'est un outil dialectique, donc ça entraîne un débat, ça amène à réfléchir si la condition sociale, culturelle à tous les niveaux. Donc, de fait, il faut qu'il y ait un accord préalable entre le photographe et le photographié, et qu'il sache, que le photographié sache que je serai pris en photo, pas forcément dans un mois, dans 10 jours, ça peut être dans 10 ans, mais qu'il sache que le photographe aussi est là, il fait partie, il observe. C'est comme un journaliste qui est assis à une table peut rester là, observer, écrire n'importe quoi sur un quartier. Ça fait moins de débat. Ce n'est pas visible, mais le fait que le photographe arrive et puis passe, là, il saisit une scène qui est réelle, qui n'est pas du tout caricaturale, qui est juste un constat. Mais il ne fait pas de cela une vérité, sauf que c'est comment il va montrer cette photo-là. S'il va jusqu'à l'agrandir, à extrapoler les faits, à dire que ça c'est propre au quartier, là, ça devient problématique. Et quand on se pose ça, je l'ai saisi là. Donc c'est une scène humaine. Ça peut se passer dans le 18e comme dans le 16e. Effectivement, là ça peut s'entendre. Sinon, du coup, je pense que la fabrique d'image devient impossible, voire. Il faut tout abandonner. Pour moi, c'est un peu ça le piège que je dis. Le piège, c'est pour le photographe qui doit en être avec lui-même d'abord, profondément. Et avoir le courage d'aller vers les autres, discuter, prendre du temps. Comme tout à l'heure, j'ai vu ce travail qui était formidable. Après, je ne sais pas s'il y a des scènes posées ou pas, mais je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait une proximité, il n'y avait pas de distance entre le photographe et les sujets. Donc ça, c'était beau. Ça peut présenter quelque chose de misérable, mais c'est quelque chose de réel qui se passe. Et ça amène à réfléchir, à se poser des questions. Si certains trouvent que c'est peu misérable, oui, mais pourquoi c'est misérable? Quels sont les signes, les symboles qui nous ramènent à la condition misérable des individus dans un espace? C'est aussi ça la photographie, ça amène à réfléchir. C'est de la gabegie. Donc, ouais, s'il y a des pièges, je sais pas. Pour moi, c'est pas une question de temps, c'est une question de la personnalité de chaque photographe. Ok, donc tu as mentionné ce mot sociologue, et pour toi, donc, le photographe, c'est un sociologue. Il y a eu plusieurs théories sur l'usage de la photographie en sociologie, non pas en tant que illustration, mais en tant que démarche sociologique. Donc, est-ce que, selon vous, le photographe de quartier est un sociologue, et en quoi il est un sociologue et en quoi il est différent du sociologue? Le Bourdieu qui a travaillé là-dessus, qui faisait un gros usage d'ailleurs de la photographie, au début de sa revue. Malheureusement, ça n'a pas été suivi ensuite par ceux qui ont pris la relève. Mais lui était vraiment quelqu'un qui avait bien compris la photographie. Est-ce que le photographe est un sociologue ou pas? Non, je crois que le photographe est un photographe et que le sociologue est un sociologue. La sociologie fait appel à des connaissances, des outils, des techniques qui sont complètement différentes de la photographie. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une incompatibilité et qu'il n'y a pas à un moment des recoupements
puisse être fait. Il n'en demeure pas moins que nos missions sont différentes, même si quelquefois elles peuvent se croiser et nos chemins peuvent un peu naviguer ensemble, mais je crois qu'après ils s'écartent. Mais je vais revenir simplement sur ce que tu disais, et ce que tu disais aussi, parce que en fait, ça pose une vraie question, qui est quand même la question de fond de la photographie, qui est quand même le sens de la photographie. On en revient toujours à ça, quelque part, qui est, voilà, une photographie, à un moment donné, on va la juger, mais on va la juger par rapport à quoi en fait, on oublie complètement le contexte de la photographie. Et dès qu'on commence à parler de contexte photographique, alors moi, après chacun peut avoir sa démarche. Moi, en tout cas, la mienne, elle est assez simple. Pour moi, une photographie, c'est comme un mot. Si je dis le mot arbre, par exemple, il véhicule une image dans la tête de chacun. Je dis arbre, chacun a... simplement, maintenant, si je vais dire une forêt d'arbres, déjà, on voit autre chose. Et après, si je dis la forêt des arbres d'Amazonie est en train d'être détruite par une route, et c'est bien dommage parce que la forêt amazonienne, c'est le poumon de la Terre. Et là, on voit que le mot arbre, il n'a plus du tout le même sens. C'est juste un élément qui contribue dans un contexte beaucoup plus large. Moi, pour moi, la photographie, c'est exactement la même chose. Une photographie, c'est un élément d'un récit. Et ce qui compte beaucoup plus que tout, que cette photographie, c'est la globalité du travail et ce que le photographe a voulu dire par rapport à ce qu'il a ressenti. Alors après, je peux être ou pas d'accord avec lui, ça c'est autre chose. Je peux apprécier ou pas ses choix, son résultat, mais à un moment donné, il a posé son regard et son cœur vers quelque chose. Donc il arrive à un résultat, ce résultat, il est même pas jugeable, il est, comment dire, il est juste enrichissant pour moi. Je vais l'apprécier à une valeur qui n'est pas forcément celle-là, mais ce qui compte, c'est pas une photographie isolée, parce qu'une photographie isolée, on va la sortir de ce contexte-là, on va la mettre dans un autre contexte, moi, je le sors, je le mets dans une autre phrase, il veut complètement dire autre chose. Une photographie, n'importe quelle photographie, je la prends, je la mets dans une autre série photographique, ou placée à un autre endroit, elle voudra dire autre chose. Et ça, je pense qu'on a tendance un petit peu trop à l'oublier. Une photographie... Là-dessus, je veux bien poursuivre, parce que je suis pas... sur cette complexité-là de la photographie, effectivement, il y a l'élément seul, et il y a l'ensemble du récit, en fait, comme un ouvrage, un livre, un film, où c'est un ensemble d'éléments qui va raconter, je sais pas, l'histoire d'un quartier, ce que tu as vécu, et puis après, il y a des éléments isolés. Et c'est toute la difficulté, la photographie, je considère que c'est une construction graphique, et en tant que telle, elle doit pouvoir à la fois nourrir un récit et prise. Et c'est là que ça devient complètement difficile. C'est sur une œuvre, il n'y en a pas tant que ça en fait qui sont véritablement ce qu'on peut appeler une photographie, c'est-à-dire une construction graphique réussie qui peut évoquer une lettre. Parce que Doisneau il parlait de ça, c'est quoi M. Doisneau Sabine Azema il disait ça dans le disait mais c'est quoi une bonne photo? Il dit c'est quand une photographie forme une lettre, c'est-à-dire il y a des points dedans qui relient les uns aux autres, forment une lettre de l'alphabet, un A, un B, dans la ligne que forment les yeux, un visage, relié à d'autres éléments. Donc par exemple une construction graphique. Et ça je trouve que c'est effectivement extrêmement rare d'y arriver, c'est la difficulté de l'art photographique et pas uniquement narratif de ce point de vue-là. C'est-à-dire que quand Christina tu poses la question est-ce que les photographes sont des sociologues, ça peut l'être, mais là est-ce que c'est vraiment la photographie qu'on fait si c'est une succession, je dirais, d'images illustratives comme le photojournalisme peut des fois s'en contenter, notamment actuellement. Là, moi je dis c'est plus de la photographie, c'est autre chose. Mais des photographies, il y en a quand même. En réalité, il n'y en a pas. Moi je pense qu'on peut la sortir complètement de son contexte et elle vit toute seule comme un tableau en fait. Comme les deux là, qui sont au fond par exemple, elles sont des formes, des lignes qui il y a une couleur, on est plus, voilà, on est dans une représentation graphique, picturale.
Et moi, on peut les retirer complètement d'ailleurs, elles se détachent d'elles-mêmes déjà de tout le reste. Tu les mets n'importe où, de toute façon, elles sont pour le coup, elles sont écrites, ce que tu disais tout à l'heure, c'est une écriture. Donc ces difficultés-là, alors attention, par exemple dans un ensemble comme celui de Barbès, pour moi je pense qu'il y a 4-5 photographies dedans qui méritent le nom photographique. Le reste tente de s'en rapprocher. L'ensemble est une œuvre photographique, mais après dedans, ouais, c'est ça, c'est 4-5 éléments qui répondent à la définition exigeante que je pose. Voilà. Okay. Donc parlons un peu du choix du quartier où on travaille et votre rapport émotionnel avec le quartier que vous avez choisi pour votre travail de longue haleine. Moi, je dirais que je suis arrivé dans ce quartier par coup de cœur. Dès le premier regard, quand je suis arrivé là, une fois sorti du métro, j'ai vu l'ambiance, l'atmosphère. J'ai été capté par quelque chose de fort. Donc, je me suis posé tout de suite la question, mais ça peut être un terrain d'enquête pour moi, et non un terrain de jeu. Donc, un terrain vraiment d'enquête, je venais pour voir comment est-ce que, d'abord à la base, c'est un quartier ouvrier. Et par la suite, c'est devenu un quartier, entre autres, de mixité sociale, de voir comment est-ce que dans ce périmètre, dans ce petit périmètre, des gens d'horizons divers, donc voilà, donc dans mon fantasme, je me suis dit, c'est la France d'aujourd'hui, comment est-ce qu'elle s'organise, comment est-ce qu'elle vit au quotidien. Donc, mieux apprendre cela, donc, je mène que je traîne. Je prends le temps en allant dans les cafés, en rencontrant des habitants. Donc, c'est le coup de cœur de cette diversité. Voilà, c'est ce qui m'a amené dans ce quartier. Il a dit une chose essentielle, c'est-à-dire que c'est pas un photographe qui choisit un quartier, c'est vraiment un quartier qui parle au photographe. C'est vraiment le sujet qui s'adresse au photographe et qui va susciter des photos, ou en tout cas une démarche du photographe ou de n'importe qui à s'intéresser. Mais en tout cas, il y a quelque chose de sensible et de sensé aussi. Enfin, on démarre du sensible pour aller vers le sensé. Mais il y a vraiment, à un moment donné, ça passe par une émotivité, une émotion qui va générer du sensé. Mais on est dans le sens. On est dans le sens et c'est vraiment, c'est pas je crois que c'est toute la différence entre le photojournaliste et le photographe au sens large qui va avoir une démarche plus photographique. C'est qu'on ne va pas chercher quelque chose. On va se laisser emmener par quelque chose en acceptant ce chemin-là. Il y a une déambulation. On découvre. Moi, il y a des matins, je pars sans but précis, dans le but de rencontre. Non, je vais pour observer, justement. Ça peut être là. Ou, de l'autre côté, je me dis que je m'assois, il n'y a rien qui m'attire, il n'y a rien qui me parle. Et tout d'un coup, il y a une scène qui se produit là, qui commence à mettre. Ça m'amène à vivre, parce que je me dis, mais voilà, il y a quelque chose qui est là qui peut. Comme je disais, quand je dis embelli, parfois j'évite certaines scènes, je ne suis pas choqué parce que je sais que non, c'est pas sécu. C'est pas sans être dans une sorte de moralité ou quoi que ce soit, mais j'aimerais pas être présenté moi-même comme ça, sous certains angles qui existent, qui font partie de la réalité du quartier. Après, il y a d'autres scènes qui sont de l'ordre de l'improbable, qu'on n'imagine pas que ça peut se dérouler là. Donc c'est aussi ça le travail du terrain. On est à la recherche de quelque chose de rare. Dans ce quartier, moi je pense que oui, j'en trouve régulièrement au quotidien, en photographiant ou en observant simplement, ou en parlant avec des gens au bar ou dans un marché. Là, il y a des scènes, ça vit, c'est un quartier qui est vivant. Alors, en ce qui me concerne, la Goutte d'Or, c'est un peu différent, parce que moi, quand je suis arrivé au début des années 80, c'était quasiment impossible de faire des prises de vue cinématographiques et de faire un travail photographique. C'était pas possible, l'appareil photo n'était pas toléré. Il y a une photographe qui a réussi à le faire, c'est Martine Laurent, une américaine qui avait l'habitude de travailler dans le South Bronx. Donc elle a fait un travail ici, elle s'est pété ses appareils photo, elle les a rachetés, elle a continué à faire un travail absolument extraordinaire. Donc on ne pouvait pas photographier, les gens ne voulaient pas, il y avait une hostilité totale.
c'est lié au rapport des gens qui habitaient ici, notamment avec la police et des trucs comme ça. On ne pouvait pas. Moi, j'ai commencé à sortir vraiment un appareil photo d'une façon très libre. Les caméras avant, parce que je travaillais sur un travail d'animation de formation des jeunes du quartier de filmer, la photographie, j'ai pu réellement commencer au moment où ils ont détruit, où les pelleteuses sont arrivées dans la Goutte d'Or. Donc là, la photographie, c'est même pas posé en termes esthétiques, de réflexion, etc. C'était une urgence. Il fallait absolument photographier ce qui était en train d'être déglingué. Voilà, donc là après, c'est un travail de mémoire sur voilà ce qui est en train de se passer, voilà ce qui s'est passé, et de pouvoir l'archiver comme ça au profil du temps. Après, ce qui me concerne, c'est toujours sur cette histoire, l'aspect esthétique et de réflexion par rapport aux gens, comment on se place dans le quartier, comment on cherche sa juste place. Moi, je travaille beaucoup sur le vif. C'est ce que je préfère, et toute la difficulté a été de trouver des places où le photographe fait corps avec le quartier. Voilà. Après, j'ai pris d'autres angles. Enfin, j'ai travaillé de façon très différente. J'étais jusqu'au portrait posé, aller par exemple au café social, rencontrer les vieux Chivani, j'ai été aimable. Mais il y a tout un travail préparatoire qui se fait sans appareil photo, enfin un peu une démarche des cinéastes ethnologues, qui est d'aller discuter avec eux, voir, qui s'habituent, qu'on discute de choses et de pas forcément, surtout pas de photographie. Et puis après de faire une proposition artistique, de leur dire voilà, à telle occasion, je vais et dans tel lieu. On vous propose de venir poser, faire des portraits sur un fond noir, un beau studio, une belle lumière, etc. Ça, je l'ai fait. Ou alors, au contraire, d'aller dans des lieux comme des salons de coiffure africains, et puis d'y aller une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, discuter, voir, puis un jour, on avait l'appareil photo, la séance se fait, et là, là-dessus, le temps est important, parce que le temps, c'est ce qui permet de s'immerger, de fondre dans le décor et d'être complètement, à un moment, le temps du travail. Ça, moi j'ai l'habitude de travailler en milieu très fermé comme dans les cirques, comme ça, mais la condition du temps est la condition numéro 1. C'est-à-dire que tu rentres dans un endroit, c'est d'abord pour apprendre à connaître les gens, et ensuite la question, évidemment qui s'est sous-tendue par un projet cinématographique ou photographique, mais de toute façon c'est le fait de se connaître qui va faire qu'après, il va y avoir une œuvre. Et dans des espaces sensibles comme la Goutte d'Or, je pense au quartier de banlieue, c'est la même chose. L'immersion est une condition, pour moi, après si d'autres arrivent autrement, tant mieux pour eux. Moi, c'est la façon que j'ai d'être dans une relation juste aux gens. Alors, cette relation juste aux gens n'est pas forcément valable pour Kalou, n'est pas forcément valable pour un autre. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je bosse. Moi, j'ai eu la chance, en fait, d'arriver dans un lieu comme ici. Dans les cirques, c'était la même chose. A priori, les gens ne veulent pas de toi. A priori, tu n'as rien à y faire, déjà. Tu n'as rien à y faire. Et moi, je pense que j'ai à y faire. Et donc, je prends le temps de les connaître, je prends le temps de... et voilà. Pour l'instant, on arrive à des résultats qui valent ce qu'ils valent. Mais de toute façon, question de... Alors, moi, quand je suis arrivé à la Goutte d'Or, pour en revenir à la Goutte d'Or, c'est quand même mon laboratoire de travail principal. Quand je suis arrivé à la Goutte d'Or, on ne pouvait pas faire de photographie. C'était impossible. Il y avait les photojournalistes qui travaillaient avec des téléobjectifs, les paparazzi, avec des photos qui donnent ce genre de photos, qui ont leur efficacité pour le journalisme, pour le récit, pour apporter des choses, mais en même temps, moi, c'est pas la photographie. Moi, je travaille avec des focales relativement courtes, entre le 28 et 85 mm maximum. Le reste, ça m'intéresse pas. Je me sens pas bien. Il y en a qui se sentent, qui font un très bon travail avec. Moi, je viens être au contact aux gens. Donc, dans cette impossibilité de photographier, il a fallu trouver des méthodes. Et ces méthodes, en fait, je pense qu'elles ont donné des résultats, je les garde. Malgré que maintenant, les choses se sont quand même déverrouillées, que dans une société comme les nôtres aujourd'hui, avec l'appareil photo qui devient un acte quotidien pour
aussi. Le rapport à l'image a complètement changé, donc quand tout le monde est bien en tant que photographe, obligé de réfléchir comment on se positionne quand on travaille avec Jean-Michel. Je pense qu'un travail qui opère avec les mêmes processus, j'ai l'impression. Je pense pas que tu as débarqué. Bon, moi, je débarque dans les cités et l'objectif est de montrer ce que voit quelqu'un qui débarque, justement. Et je fais des photos. Je fais des photos de ce que je vois quand je descends de la bagnole. Et en général, il y a toujours des gamins qui tiennent des murs, quoi. Mais alors, on va recadrer le truc. Là, on parle des zones urbaines sensibles. Hein. C'est pas la banlieue en général. On est vraiment dans un cadre qui est celui des zones urbaines sensibles. Donc, si je reproduis... on assimile les deux. Voilà, on assimile les deux, mais l'amalgame il est erroné. Donc, je crois qu'il faut aussi faire recadrer les choses. Zone urbaine sensible, il y en a 142 en France. Donc voilà. Non, au départ, c'est quand même ça, c'est de dire, bon voilà, moi je suis photographe, j'arrive quelque part, qu'est-ce que je vois? L'individu lambda, il arrive quelque part dans une zone urbaine sensible, il descend de sa bagnole, qu'est-ce qu'il voit? Donc ce qu'il voit, c'est quand même des coins qui sont... Alors, si je regarde la presse, je vois, il y a des armes qui circulent, il y a de la canne, on se fait casser la gueule, il y a du grand banditisme, c'est dangereux, à Marseille il y a des morts, tu risques ta vie, etc. Donc moi j'y vais, je descends de bagnole, qu'est-ce que je vois? Je photographie. C'est après qu'on travaille quand même. Oui, mais parce qu'en fait... on sent que tu es quand même assez proche. Voilà, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'arrive quelque part, le groupe de gamins qui est là, il prend la pause. Il y a tout un tas de clichés qui sont justement produits par les mômes, qui sont les clichés qu'on voit sur les clips de rap, qu'on voit sur les photos de presse, etc. Ils n'avaient pas cette attitude-là avant que j'arrive. Ils arrivent, ils produisent les clichés, ça dure 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Je fais des photos qui leur plaisent. Et c'est pas ce qu'on a vu. Hein. Non. Et puis après, on passe à autre chose. D'accord. C'est-à-dire qu'après, moi, ils m'oublient, et puis je commence à bosser. Et ces photos-là, je garde. Voilà. Mais les photos qui sont produites pour le photographe sont des photos que je leur ramène, que je leur donne. Voilà, ils sont contents, ça crée du lien. Mais ce boulot-là se fait avec le temps et il se fait une fois qu'on a cassé la glace. Mais cette glace, et c'est ça qui est assez curieux, c'est que cette imagerie-là, ce cliché-là, il est produit par les gamins, pour moi, spécifiquement, pour moi, photographe. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de leur quotidien. C'est ça qui est hallucinant, quoi. Ils voient un photographe, bon, alors soit ils me disent non, on ne veut pas de photo, casse-toi. Ok, soit j'insiste un peu, soit j'insiste pas et salut. Et puis en général, je me casse. Et puis, mais pourquoi tu fais des photos? Donc bon, on connaît le truc, hein, c'est classique. Et donc il y a vraiment une production de clichés qui sont vraiment faites pour fabriquer une représentation attendue. Mais c'est-à-dire que si j'ai pas le temps, si je suis photographe de presse, et je l'ai été pendant des années, j'ai fait que ça pendant des années, voilà, j'ai des photos qui correspondent exactement au paradis, c'est-à-dire qu'il va y avoir les gamins en train de faire les cons, et il y a un immeuble pourri avec des tags, éventuellement je vais soit me tourner un peu, soit les faire bouger un peu. Il y en a forcément un moment qui va passer avec un chien dangereux ou réputé dangereux. Si j'insiste un peu, je vais aller ouvrir le coffre de ma bagnole et je vais sortir 2-3 flingues en plastique, parce qu'ils les ont pas, hein, de toute façon, faut pas rêver. Non, mais attends, dans 80, moi ça fait des années que... Mais ils se jouent des clichés. Ouais. Voilà, mais on les voit pas les armes en banlieue. Enfin, quand on les voit, c'est parce qu'il y a un flic, autour de la ceinture. Quoi. Donc il y a vraiment une représentation. Ici, les gens jouent avec un cliché aussi. Oui, tout à fait. Oui, non, mais absolument. Tiré à fond de la jouer. Et les gens ont joué à fond dans leur propre cliché. C'est là qui est difficile aussi. Moi, ça m'arrive une fois, c'est une anecdote. J'arrive, ça s'est passé au Mali, je descends, dans la voiture, effectivement, je mets mon appareil.
je prends le temps, j'observe, je ne faisais pas de photos. Et le contact s'est créé, c'était un groupe de travailleurs, ils allaient chercher le sable au fond du lac et du fleuve. J'ai discuté avec quelques responsables qui m'ont dit, mais tu fais des photos, vu qu'on n'a plus le temps de parler, on connaît ta philosophie et puis ça ne nous inquiète pas. Je dis, mais je ne me fais pas poser, sauf que je saisis vraiment sur le vif, mais j'ai tout envie de donner votre accord. Et inquiétez pas là, au moment où il me donnait l'accord, il arrive, et puis il se met dans mon champ, effectivement, moi je continue mon travail, je ne vais pas m'arrêter. Au bout d'un moment, il vient me voir, il me dit, ben, tu me payes, parce que tu m'as pris une photo. Ben, j'ai joué son jeu, effectivement, je me suis arrêté, j'ai sorti, j'ouvre ma poche, je sors un billet, je dis, tiens, j'ai donné le billet, il a pris, et au moment où il partait, il dit, mais tu t'inquiètes pas de ta photo, qu'est-ce que je vais en faire avec? Alors là, il est revenu sur ses pas, il ne comprenait pas, mais qu'est-ce que tu vas faire de ma photo? Il dit, mais oui, j'ai payé, c'est fini, je t'ai payé la photo. Mais qu'est-ce que moi je vais faire avec? Non, c'est rien, ça ne t'intéresse pas. Et là, on a commencé à discuter pour qu'est-ce que je faisais des photos, il a compris, il m'a rendu mon billet. Et aussi ça, quand on dit des clichés, effectivement, Martin Pyle est arrivé là pour une commande. Il avait un laps de temps de travail et il a fallu d'urgence trouver des gens. Est-ce que c'était des habitants Attends, Abbas a eu une commande aussi, ça passe pas même du tout le même travail. C'est Martin Park qui a voulu. De toute façon, c'est sa façon de photographier, quoi. Et ici, ça a marché. Oui, ici, ça a marché. Mais il y avait déjà une commande, il y avait là, moi le galeriste avec qui je travaille était informé, donc on lui avait demandé de venir chapeauter les trucs, il a dit non parce que ça ne rentrait pas du tout dans sa philosophie. Le photographe, l'artiste, il a dit non, ça ne correspond pas. Sauf que il n'a pas pris le temps, c'est ce qu'on lui reproche réellement, il n'a pas pris le temps de rencontrer des habitants dans certaines intimités où il y a eu des scènes qui ont été volées, pas expliquées. C'est ce qui est problématique dans le travail. Donc, sinon, bon, je ne suis pas là pour faire un procès de Martin. Non, je parle de la façon dont il regarde les choses et dont il tire les clichés des gens et qu'il en fait quelque chose qui est quand même de la photographie et des œuvres d'art. Oui, Martin Spark, qu'est-ce qui a fait sa force? Il s'est foutu de la gueule du monde de consommation, aussi la consommation de nous, donc c'est une critique de la société. Ouais. Moi je ne le défends pas, mais je dis c'est une critique, il s'est posé un critique, sauf que ceux qui ont accepté de poser là, à la Boule d'Or, ils n'ont pas compris sa démarche intellectuelle. Ils ont joué, ils ont eu des billets, peut-être pas, beaucoup se sont fait avoir, ils jouaient d'eux. Il a fait une mise en scène, mais ce n'est pas représentatif du quartier. Mais quand on connaît vraiment les photographies, oui, à base, on ne pouvait pas se permettre de faire les mêmes choses. Le terrain était déjà beaucoup plus glissant, il y avait des méfiances. Moi, j'ai rencontré les mêmes personnes photographiées par Martin Spark, mais c'était plus le même rapport. C'est ce qu'il lui disait, Eric. Il a joué le jeu, il a posé, mais moi, je l'ai photographié sans qu'il le sache, mais sauf qu'il savait que j'allais faire la photo. Il était informé, j'ai pris 3 mois à faire une photo, je me passais tout le temps. J'achetais ma viande chez lui, j'ai discuté avec lui et je partais. Il savait qu'ils allaient faire de la photo, donc il savait pourquoi est-ce que je venais dans cette boutique. Et j'ai pris le temps d'instaurer une relation, de le contracter, chose que Martin Spark n'a pas fait. Et puis c'est ça qui est problématique quand on le présente comme, surtout pour un quartier comme la Goutte d'Or, si c'était des photos d'art, simplement, elle ne veut pas discuter. Mais ça rentre, et là je disais parfois, le photographe a cette casquette de sociologue, donc il rentre dans, il a un autre angle. Il y a une autre manière de présenter le travail. C'est ça, surtout la Goutte d'Or, c'est comment, c'est jamais un travail d'art. Okay, on le propose toujours de façon beaucoup plus profonde. Peut-être il vaut la peine de se poser la question des représentations des quartiers populaires. Ah oui. Qu'en fait, ces quartiers-là, est-ce que c'est différent si le quartier qu'on choisit, c'est un quartier populaire, que si c'est un autre type de quartier? Est-ce que la méthode de travail change si on travaille dans un quartier populaire? Moi, je ne travaille que sur les quartiers populaires. Sur les quartiers populaires difficiles, je travaille sur des espaces complexes. Je suis attiré par le cirque, je suis attiré par les gens du village, je suis attiré dans des quartiers comme dans des quartiers zones urbaines sensibles, que ce soit du travail spontané ou du travail de commande. Je travaille que sur ça. Mais j'ai pas d'a priori contre, mais les autres quartiers, je ne ressens rien.
J'aime bien, je vais travailler quand je vais en voyage, c'est le sud tunisien, c'est le Vietnam, c'est le Cambodge, c'est toujours ces quartiers. Voilà, moi, après, c'est une question d'empathie. Ça n'empêche pas que d'autres peuvent faire un très bon travail dans les beaux quartiers. Ça ne m'inspire pas. Je ne suis pas en empathie. C'est un choix. Après, c'est une question de choix. Je choisis mes terrains de choix. Donc, est-ce qu'on s'y prend différemment? Je suis pas sûr. Un village comme Auteuil, par exemple, c'est un village aussi qui a une histoire de village qui a été rattaché à Paris, mais dans la même période que les quartiers populaires du Nord-Est, qui ont leur code, et je pense que les méthodes doivent être, et je pense que c'est photographié, ils ont leurs habitudes, ils s'y reconnaissent, ils ont leur code. Je pense que c'est l'approche photographique, si tu veux pouvoir choper sur le vif, parce que ça a du sens aussi quand même tout ça. Moi je pense que les méthodes ne sont pas très longues, parce que les gens sont plus riches, je pense que ça participe de la même chose. Après, entre le photographe et le lieu et les gens dans lesquels il faut qu'il y ait quelque chose qui soit en résonance. Moi, ce qui me fait bouger, c'est quand il y a une difficulté, quand il y a l'impossibilité m'intéresse beaucoup. Pour arriver à une possibilité. À Goutte d'Or, par exemple, pour moi, ça a été fabuleux comme impossibilité de travailler pour arriver finalement à avoir pu quand même quasiment tout faire. J'ai encore des choses que je n'ai pas fait. Si je persévère, parce qu'il y a des choses que je n'ai pas encore. Il y a des choses que j'ai envie d'explorer, notamment les intérieurs. Voilà, la possibilité des cirques, ça aussi c'est formidable. C'est a priori pas d'image, on fait rien. Des univers clos, parce que c'est quand même des univers qui ont des choses qui sont pas si simples. Tu ne peux pas tout montrer si facilement que ça. Il y a des parties. Il y a des parties visibles de l'iceberg, il y a des parties non visibles, et il faut essayer de retrouver une représentation qui soit quand même assez juste. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une solidarité entre les gens, notamment dans un quartier comme la Goutte d'Or, c'est une évidence, et quelque part, il y a des rapports de tendresse entre les gens, quoi. Et c'est un rapport au monde qui, moi, m'intéresse. Moi, d'ailleurs, c'est un peu idylle, de toute façon, quand je porte la Goutte d'Or, soit dans les films, soit dans les... parce qu'il y a quand même plus de bons côtés que de côtés crasseux qui sont quand même là. Après, moi, c'est un choix délibéré que j'assume. La façon c'est d'aller chercher là-dedans, dans toutes ces difficultés, quand même une humanité qui est là. Voilà, moi, c'est ce qui me permet au fil du temps, du travail accompli, etc., de contribuer à donner une identité à un quartier qui n'en a pas forcément une évidente, qui est très, très esquinté. Moi, j'ai travaillé sur des quartiers où habitent majoritairement des classes populaires et aussi sur les classes dominantes. Pourquoi il est plus facile de représenter, en général, ou en tout cas en France c'est parfaitement valable, pourquoi il est plus facile de représenter des quartiers populaires que des quartiers de classe dominante? Alors il y a plusieurs raisons. C'est que les classes populaires sont beaucoup plus pauvres que les classes dominantes. Donc les appartements sont beaucoup moins grands et donc les gens vivent aussi beaucoup dehors. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'à cette heure-ci, là, si on fait 50 mètres, là, en 50 mètres, on va croiser 20 personnes. Parce qu'il y a une densité au mètre carré dans un quartier populaire qui est largement supérieure à celle de l'avenue Victor Hugo, où les appartements vont faire 300 ou 200 ou 150 mètres carrés. Et pour aller trouver une boulangerie, il va falloir faire 500 mètres. Donc on va croiser éventuellement la bonne, mais on ne va pas croiser la maîtresse de maison. Donc il y a vraiment une vie dans l'espace commun des quartiers populaires qu'on ne va pas retrouver à l'identique dans les quartiers des classes dominantes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas également une vie, mais elle n'est pas la même, elle
elle obéit à d'autres codes et elle obéit à d'autres rythmes aussi. Ça va se passer à certains moments de la journée, quand on va emmener les gamins à l'école, quand on va les récupérer le midi, etc. Il y a un rythme qui n'est pas du tout le même, et travailler sur les secteurs géographiques de classe dominante, ça implique pas forcément d'en faire partie, mais d'être introduit, parce que justement ça ne se passe pas dehors. Alors moi malheureusement, je suis fils de pauvre, donc je n'habite pas, et j'ai pas de carnet d'adresse qui me permette d'aller très loin dans ce travail-là. Mais je serais partant, bien évidemment, pour le faire, parce que je trouve que c'est super intéressant. À un moment, j'avais travaillé avec les Pinson-Charlot, ce couple de sociologues qui travaillent vraiment sur les classes dominantes, et ils m'avaient vraiment aidé à avancer là-dessus. Mais eux, leur travail, ils avancent parce qu'ils sont dans l'oral. Et les gens ne veulent pas être représentés en images. Il y a cette difficulté-là, parce qu'en plus, donc, comme ça se passe à l'intérieur, il y a la représentation du bien meublé. Donc qui va susciter, alors dans l'imaginaire, qui va susciter les voleurs, le fisc, bon, tout un tas de choses. Donc c'est pas évident de donner à voir des choses qu'on ne veut pas montrer. Dans un quartier populaire, il y a plein de choses qui se passent dans l'espace public. Donc, en effet, on peut ou pas se sentir à l'aise par moment, par endroit, etc. Chacun de nous, et même chacun de nous, même toi qui n'as pas la même couleur que moi, je pense qu'il y a des moments dans des coins où, pour faire des photos, tu vas attendre un petit peu. Tu ne vas pas les faire spontanément, tu vas chercher à prendre tes marques. Voilà. On avance tous à tâtons. Exactement comme quand maintenant je ne le fais plus, mais quand on va sur une zone de conflit, l'objectif il est quand même de revenir, quoi. Donc il n'est pas d'aller faire une photo et que quelqu'un d'autre ramène la photo, quoi. C'est quand même avant tout de revenir, si possible avec des photos qui vont être bonnes, mais là c'est pareil, donc on va d'abord essayer de comprendre comment ça marche, ce qu'il y a à voir. Alors évidemment, le top, ça qu'on cherche tous, c'est la photo instantanée, qui n'est pas posée. L'instantanéité qui est dans un espace qui est celui du cadre photographique, va correspondre à une construction que tu vas pouvoir décrire comme graphique, mais que moi je décris simplement comme esthétique, construite. Mais cette esthétique, j'aurais tendance à dire, on s'en fout. C'est juste la porte d'entrée pour ceux qui vont regarder l'image, pour la regarder. C'est-à-dire que si la photo n'est pas esthétique, on ne la regarde pas, on passe à autre chose. L'esthétique, pour moi, ça s'arrête à ce niveau-là. Donc le graphisme, ça s'arrête à ce niveau-là. Ce qui compte, c'est le sens des choses, c'est pas l'esthétique. L'esthétique, c'est juste, regardez-moi, je suis beau, mais regardez ce qu'il y a derrière la façade, la plastique. Donc voilà, pour en revenir au quartier populaire, c'est vrai que ça va être plus facile, parce qu'on va s'y promener aisément, et on va pouvoir ramener des choses. C'est plus difficile sur les quartiers des classes dominantes. Moi, je ne crois pas que ce soit facile dans les quartiers populaires. C'est facile de faire des... Je dis pas que c'est facile, je dis c'est plus facile parce qu'il se passe des choses dans l'espace public. C'est pas facile. Je dis pas que c'est facile, je dis... C'est quand même difficile. Après, ça veut dire c'est difficile. Le côté facile donc qu'il décrit s'entend effectivement parce qu'il y a de la matière, on n'est pas dans cette longue attente. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités. Mais c'est pas la possibilité que c'est. Elles sont exploitables. Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit juste qu'il y a des... Voilà. Après, avec l'expérience, avec le temps, et chacun développe ses propres techniques, utilise ses propres outils, les adapte, on va arriver à un résultat qui, à un moment donné, mis bout à bout, va faire sens parce qu'on considère qu'il apporte une valeur ajoutée visuelle par rapport à ce qui existe déjà. Donc, quand je dis visuel, c'est informative, information visuelle. Donc, par rapport à l'ensemble de la matière qui peut exister sur un quartier, sur les quartiers populaires, sur la ville, sur un certain nombre de choses, on considère que là, on répond et on avance sur cette démarche-là. Vas-y. Alors, je vais proposer éventuellement de faire un break, de regarder les photos de Bruno, puisqu'on a regardé les autres, ton diaporama. Je peux te passer les classes dominantes, si tu veux. Non, bah écoute, on va voir. J'ai encore deux questions. Non,
soit on les passe après les notes, soit on fait un petit break pour avoir d'autres visuels, peut-être d'autres sujets de questionnement. Oui, vas-y, pose cette question. Alors, ma première question début, ce sera la démarche esthétique. Donc, s'il y a une esthétique particulière et si cette esthétique a évolué, ou dans quelle direction ça a évolué. Chacun de nous sur l'ensemble de notre carrière, ou de notre regard. Vous pouvez interpréter la question comme... Moi, la question de l'esthétisme, je suis plus d'accord avec Jean-Manuel. J'en tiens compte, elle existe dans la démarche intellectuelle, et je suis plutôt dans. J'essaie d'aller au-delà même du cadre de. Comme je disais, pour moi, la photo est vie, donc ça ne s'arrête pas qu'à l'esthétisme qui est forcément géométrique, et donc j'en tiens compte. Dans le cadre, je vis dans mes écrits, la photo, c'est aussi une bonne lumière, un cadre. Donc on tient forcément compte de tout ce qui est géométrique, mais elle a tendance à vivre. La manière dont j'attends toujours le bon moment, je pense qu'on le fait tous quand on est dans les recherches de portraits, on retient son souffle pour transmettre quelque chose, on sent qu'il y a une communication. Donc l'esthétique, oui, elle évolue, elle ne peut pas être statique, donc on essaie de combiner ce côté esthétique et l'autre étape que je vais décrire, c'est ressenti. C'est combiné, donc on ne peut pas les dissocier selon moi, tout ensemble. Quand j'ai commencé dans la photo, j'étais beaucoup dans une démarche graphique. Parce que le graphisme obéit à des règles qui sont définies. Donc si je photographie en rectangulaire, il y a des règles de composition, on sait que ça marche. Si je photographie en carré, il y a des règles de composition, on sait que ça marche. Pourquoi? Parce qu'une image se lit de cette façon-là. Après, ça marche en noir et blanc. Il y a d'autres règles de composition en couleur. Mais ça, on le sait. Donc j'ai été beaucoup là-dedans parce que c'est une façon de s'accrocher à quelque chose qui est la plastique, finalement, de l'image à la fin de la photographie en tant que support physique. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'esthétique fait toujours partie de mon travail. Mais ce qui m'intéresse d'abord, c'est davantage l'esthétique que va susciter en chacune des personnes qui va regarder le travail ou les photos, ce que ça va faire de beau en eux, par rapport à la beauté, pas forcément plastique, mais la beauté que dégagent les gens qui sont photographiés, ou la beauté ou au contraire la laideur. Ça peut être aussi la laideur. J'ai photographié des trucs qui sont très laids, qui sont immondes, mais ça fait réagir. Donc à partir du moment où ça fait réagir, on va dire que ça atteint un objectif esthétique, puisque la laideur, c'est aussi une forme d'esthétique. À partir du moment où on se contente d'un format qui est graphique, si j'obéis à des règles de composition du graphisme, je peux faire du beau avec du moche. C'est facile. Sam Gado, pendant des années, il a fait du beau avec de la misère. Hein. Ça marche. On peut le faire. Après, savoir si ce qu'on veut, c'est faire du beau en termes d'esthétique plasticienne, ou si ce qu'on veut, c'est montrer la beauté de la nature humaine et de l'être humain. Voilà, moi c'est davantage ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est, je suis photographe parce que j'ai envie de connaître des gens. Donc voilà, le reste après, l'esthétique, je m'en fous. Et je veux que ces personnes, vu qu'elles sont belles, j'ai envie de les rendre belles. Pas d'avis. Bah si, j'ai un avis qui est assez proche du dernier jour de Jean-Michel, c'est ça? Jean-Michel. Pas pour. Ce qui compte, c'est ce que racontent les images, c'est un langage universel. S'il peut se passer de il doit se pas que ce soit un portrait, un ensemble, ça vit ou ça vit pas. Enfin, je crois que ça vit ou ça vit pas. Il me semble.
Donc à partir de là, il y a des gens qui ont des règles de composition, moi personnellement j'en ai pas. Ce qui compte c'est de trouver la bonne place, l'endroit, on va pouvoir capter. Et puis après, le cadre, c'est assez intuitif d'une certaine façon. D'ailleurs, j'hésite pas à recadrer quand j'en ai besoin, si j'ai besoin de couper, je coupe. J'ai une photo qui est rectangulaire au 24-36 comme la plupart des gens. Ça peut devenir une photo très, si le bas m'emmerde, le haut m'emmerde, j'en fais une photo panoramique. Si ça peut devenir un carré, ça peut devenir un rectangle à l'envers. De l'autre côté, je m'en fous. C'est comment on l'a fait vivre. Alors, avec l'expérience et le temps, de plus en plus, je regarde quasiment, je regarde de moins en moins, et c'est tout, faire la photo, c'est l'instant, c'est comment la préparation compte beaucoup, le rapport que tu as aux gens compte beaucoup. Moi, je parle avec l'esthétique, je n'ai pas de normes esthétiques non plus. Globalement, il y a quand même un truc qui m'emmerde profondément en ce moment, c'est la surdéfinition au niveau numérique qui fait que c'est beau, c'est brillant, c'est rutilant, les couleurs pètent, on a l'impression d'avoir du chewing-gum bien rose, pétant, mais il n'y a plus de grain. Alors le grain faisait partie des pubs, je préfère pas parler des pubs parce que je trouve du souffle dedans qui est irrégulier, qui justement est esthétique également de surdéfinition, des contours du fin. Moi, globalement, il y a des choses très belles qui se font, mais la tendance me gêne profondément. J'aime bien les vieilles photos en fait. J'aime bien les vieilles photos pas trop définies, même à la limite un peu. Il n'y a pas besoin d'avoir des piquets d'enfer pour. Parce que la force des personnages, la force des situations passe par-dessus cette espèce de crasse argentique, de la chimie. Voilà, c'est tout, mais moi, je fais des choses pour aller à la rencontre des gens, pour les connaître, pour me permettre de connaître ce que je ne connais pas, parce qu'a priori, de la position où je suis né, blanc, dans un milieu de classe moyenne, etc., je n'étais pas amené à connaître tous ces gens que j'ai pu connaître ici, que j'ai pu connaître dans le monde entier, et les outils photographiques, cinématographiques, sont des moyens d'aller connaître, voilà, et de connaître toujours plus. Moi, si j'insiste autant à la lecture, c'est vraiment pour aller connaître vraiment l'autre, aller vers l'autre. C'est un moyen d'aller vers l'autre, parce que c'est pas spontané, quoi. Voilà. Et justement, ma dernière question serait, donc quand vous allez vers l'autre, à un moment donné, vous allez ramener vos photos vers l'autre aussi, parce que vous exposez, vous travaillez sur un quartier. Et comment ça se passe donc cette confrontation quand vous faites une exposition et donc vos sujets peuvent venir et regarder ce que vous avez fait sur eux? Comment ça se passe Alors ça c'est complexe. Comme on habite alors pour les films c'est très simple. Enfin, pour les films c'est très simple parce que le rapport au film, en restant avec des gens, etc., de toute façon, ils viennent jeter un œil. Je fais valider le montage par les gens parce qu'un film engage trop. Les photos, ça dépend si c'est dans le quartier, les gens les envoient, je les donne. Je leur donne ils ont tous des tirages de mes photos. Après, quand c'est, je sais pas, quand je vais travailler dans le sud tunisien, etc., si je peux récupérer des adresses, j'envoie les photos, et puis il y a tout ce qui est fait sur le vif, et un voyage, et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de rapport. Là, ça concerne plus les photos de quartier. Comment? Les photos de quartier, parce que... Qui sont ce quartier, mais ouais, ça, il y a un gros. Chez mon nouveau est vachement. Quand il a été exposé à l'ICI, les gens l'ont beaucoup vu, et les retours que j'en ai eu étaient. Ils s'y reconnaissent, quoi. D'ailleurs, ça me permet d'aller où je peux aller quand même pas à un endroit intéressant, quoi. Parce que la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes, je pense qu'ils s'y retrouvent dans une forme de respect. Je parle pour la vidéo. Donc là, évidemment, c'est un peu un cas particulier. C'est ici que je travaille, c'est ici que je vis, c'est un laboratoire de niveau. Ça fait des années que je connais un nombre de gens, mais voilà, qui les gens me connaissent. Ailleurs, c'est quand même plus difficile, quoi. Après c'est l'image, voilà, tu fais voyager tes images. Un jour, peut-être, ils les verront parce que ça passera.
dans un magazine ou pas, et puis ça se trouve jamais, quoi. Et puis peut-être jamais. Bon, après, comme la représentation que je donne des gens, c'est quand même plutôt une image assez positive, parce que l'horreur, j'arrive pas à la chercher. Enfin, j'arrive pas, j'aimerais bien, mais j'arrive pas. J'essaie d'avoir comme si c'était un peu pas des gros effets, mais des choses, des vies un peu tranquilles, quoi, des choses bien. Idyllique, quoi. Une vie idyllique, c'est le moyen, justement, avec les films, pour ça, c'est bien, parce qu'on peut vraiment créer un univers qui correspond à son rêve, quoi, qui s'accorde à ses désirs. Voilà, mais c'est absolument pas objectif, quoi. Même si c'est pas objectif, quoi. Mais je l'assume. Je l'assume totalement. C'est pas facile de répondre à cette question, enfin pour moi, parce que j'ai pas vraiment l'impression de travailler sur un quartier en tant qu'espace terminé. Quand les chiens de la casse ont été exposés, est-ce que les sujets sont venus voir les photos et qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors c'était très... L'expo qui a eu lieu au Bourget, il y avait un certain nombre de photos. Alors, il y avait deux choses. Il y a deux choses dans ce travail. Il y a vraiment le travail qui se passe dans la rue, dans les rues, et il y a le travail qui se passe ensuite, que moi je fais plus maintenant, qui est d'aller faire du porte-à-porte dans les bars d'immeubles et de demander à faire un portrait. Où là, c'est pour moi très difficile, c'est pas difficile, c'est impossible de savoir où j'ai fait les photos. Les portraits des gens en 6-6 qui sont à la fin, là, je ne sais pas où c'est pris, je ne sais pas qui sont ces gens. C'est des gens qui m'ont ouvert leur porte, je fais du porte-à-porte le dimanche. Je reviens pas avec une photo, donc quand ils me disent je pourrais les avoir, je suis honnête, je dis non parce que je sais même pas à quel étage je suis. Donc, non, mais c'est-à-dire tu fais du porte-à-porte, je me fais une tour, je monte, en général je vais taper et je fais tout en descendant, en tapant et en demandant à faire un portrait. Et tu leur demandes de faire un portrait. Voilà. Comme ils veulent, où ils veulent. Et ça marche, pas toujours. Rarement. Rarement. Il y avait 1 sur 30. 1 sur 30. Ouais. T'en fais toi aussi, Théo? Non, je n'ai pas fait, mais je comprends parfaitement. Ça peut arriver. 1 sur 30. Ça fait ce qu'il y avait à la fin, là, les photos au carré. Voilà. Donc cette partie-là, par exemple, c'est impossible de... Alors, la difficulté, elle est, en plus, les gens me demandent, mais pourquoi vous voulez faire une photo? Donc, pourquoi vous voulez une photo de moi? Moi, c'est mon métier, je suis photographe. Ouais, mais elle va être dans le... Non, c'est pas du tout pour le journal. Moi, ça fait longtemps que je travaille sur les quartiers populaires, donc j'essaie de leur expliquer. Et puis c'est oui ou c'est non. Mais bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de portes qui s'ouvrent, etc. Mais pour moi, c'est impossible de savoir où j'ai fait ces photos-là. Parce qu'en plus, c'est du film, c'est pas du numérique. Moi, je ne bosse pas en numérique. Donc sinon, je leur montrerai, je noterai photo numéro temps, tel email, donc je vous l'envoie par mail. Là, c'est même pas possible. C'est un film, c'est du 6-6, donc j'ai 12 poses dessus. Donc en général, un film, c'est mes 12 photos, c'est une journée de boulot, quoi. Je sais pas que la numéro 2, je l'ai faite escalier C, 5e étage, et que la numéro 4, je l'ai faite escalier B, 8e étage, quoi. Et porte, la 3e porte de gauche. Non, tu voulais le faire, tu pourrais le faire. Non, oui, mais bah, tu peux demander le nom. C'est tellement compliqué que je ne m'amuse pas à gérer ça. Je préfère leur dire honnêtement non. Voilà. Ce qui revient de ne pas avoir la partager avec eux. Enfin, je m'excuse de ne pas... Peut-être c'est mon point de vue. Pour moi, pour moi, je sais pas gérer ça en termes d'organisation, parce qu'en plus, moi, je développe pas mes films. Je développe mes films. Je peux les développer 6 mois après ou 1 an après. Je les développe pas tout de suite. Donc, je sais pas quel film correspond à quoi. Je veux dire, photo numéro temps, ça veut dire que, j'ai développé quel film, etc. Donc, il faut aussi savoir quel est le fonctionnement du back-office du photographe, quoi. Moi, j'attends d'avoir un certain nombre de films, voilà. De toute façon, tant que j'ai pas 60 films, je ne développe pas. Parce que là, actuellement, moi, si je fais ça à la Vue d'Or, par exemple, j'ai fait des photos il y a 1 an,
cross, c'était de la pellicule noir et blanc. Ne pas les restituer, c'était ça posait enfin, c'est-à-dire que ouais, ça aurait posé des problèmes quoi. 1 sur 30, voilà. Non, 1 sur 30. Ne pas les restituer poserait des problèmes. Ah mais moi je leur dis clairement, ils ne les auront pas, comme ça, 1 sur 30 dit oui. Voilà. Donc pour en faire 100, faut y aller quoi. Je continue. Moi, Et t'as de l'éclairage avec? Non. Enfin j'ai un flash, je bosse avec un 6.6, j'ai une torche. Je balade pas d'éclairage de studio. C'est pas mal comme démarche. Par contre, moi je demanderais à la presse de faire ça. oui, C'est pas mal. mais Non, c'est une bonne idée, je trouve. pour moi, Tu rentres chez les gens. Ah oui, complètement. Mais bien sûr. Mais il y a un photographe, excuse-moi, il y a un photographe qui a fait ça en Russie, de La Haye. Il a fait ça sur une ville en Russie. Il a fait, bon, alors lui, avant d'être photographe, il vendait des encyclopédies au porte-à-porte. D'accord, quand il était jeune, comme on a tous fait quand on était gamin, les boulots de pont, etc. C'est forcément pour les étudiants qui ne sont pas énarques, ou qui ne se dessinent pas être énarques. Donc voilà, lui il a vendu des encyclopédies au porte-à-porte, moi au porte-à-porte j'ai fait des aspirateurs. Chacun son truc. pas gagné des tapis. Non, mais j'habite pas au Bourget, donc c'est pour ça.